chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre 16e leçon du module de mathématiques 2. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est, la leçon s'appelle fonction en escalier sur un pavé de Rn. Alors, quand je dis Rn, c'est dans le sens un peu général. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette leçon? Dans cette leçon, d'abord, nous allons commencer par faire un certain nombre de définitions. Ensuite, qu'est-ce que c'est que des fonctions en escalier? Vous l'avez déjà entendu parler de cette notion de fonction en escalier. J'espère que vous vous en rappelez quand on avait travaillé sur le phénomène de notion d'intégrale. Alors, c'était pour introduire la notion d'intégrale, et bien sûr, comme je dis toujours, à chaque notion, il faudrait l'introduire de manière rigoureuse. Donc, je dois quand même vous prévenir, cette leçon est un peu théorique, il y aura trop peu d'exercices là-dessus. Moi, ce qui m'importe le peu, c'est que, en une leçon, que nous puissions, vous, bien sûr, étudiantes et étudiants, et bien sûr, moi aussi, en tant que professeur, avoir un petit peu cette idée de comment a-t-on fait pour réfléchir, pour construire cette notion d'intégrale. En fait, le but est, comme on l'avait fait pour les fonctions d'une variable, le but c'était de d'abord voir comment ça a été fait historiquement cette notion d'intégrale, graduellement fonction en escalier, puis intervalle borné, puis etc., etc. Rappelez-vous un petit peu, je ne me rappelle plus quelle c'était la leçon dans le module de mathématiques 1 qui s'y rapportait, mais bon, on fait la même chose. Mais, problème, comment ceci peut-il être fait dans le cas de fonctions avec plusieurs variables? Avec plusieurs variables, ce n'est plus des intervalles, mais ça va être des choses qu'on appellera peut-être des pavés, peut-être, on verra un petit peu. Donc, l'on construira cette notion de fonction à l'escalier, et bien sûr, la première chose à faire, c'est introduire cette notion d'intégrale de fonction en escalier, intégration sur un pavé, et enfin, intégration sur une partie bornée. Alors, vous voyez un petit peu, d'abord définir ce que sont les fonctions en escalier, leurs intégrales, augmenter un petit peu, je dirais un peu la cadence, obtenir maintenant une fonction sur un pavé, puis une fonction sur une partie bornée. Alors, il est évident que cette partie, comme je l'ai dit au départ, c'est une partie cette leçon est très théorique, donc j'essaierai un petit peu d'aller le moins possible, le moins vite possible, bien sûr, dans les limites qui me sont imposées. Mais, s'il y a quoi que ce soit, vous pourriez contacter un petit peu, vous connecter sur le site, alors, et pour avoir un peu plus d'informations. Définition. Donc, alors, je travaille dans RP. Alors, dès maintenant, vous voyez, même si on parle ici de pavé de Rn, en fait, on va se contenter uniquement à travailler dans R2 de R3. Parce que la plupart des intégrales que nous, et vous surtout, aurez à calculer, ça va être des intégrales dites doubles, des intégrales dites triples. On verra ça dans des prochaines leçons, comment intégrer pratiquement, faire des intégrales doubles et des intégrales triples. Alors pour l'instant, faisons place à la partie théorique qui est parfois un petit peu pénible, je dirais entre parenthèses à comprendre, mais c'est pas trop grave. La partie pratique, on vous dira ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faudra pas faire. Je prends donc RP, c'est l'ensemble R2 ou R3. Donc, on va appeler un pavé fermé, tout ensemble, P, donc vous voyez, c'est uniquement pour rappeler que c'est le mot pavé, défini par un certain nombre d'inégalités de la forme XI compris entre AI et BI. Donc, vous voyez, dans le cas 2, on aura X1 compris entre A1 et B1 et X2 compris entre A2 et B2. En fait, c'est quoi un pavé dans ce cas-là de R2? Ça va être un rectangle. Dans R2, un pavé, c'est un rectangle. Dans R3, ça va être un parallélépipède rectangle. Pourquoi? Parce que vous aurez X1 compris entre A1 et B1, X2 compris entre A2 et B2, et bien sûr, X3 compris entre A3 et B3. Alors, bien sûr, les AI, BI désignent, bien sûr, des nombres réels. Et bien sûr, pour que je puisse écrire cette inégalité, j'ai besoin quand même de AI inférieur ou égal à BI pour tous les I allant de 1 jusqu'à P. Donc on fait ici soit 1, 2, soit 1, 2, 3. Alors, ce pavé, donc vous voyez, c'est un rectangle dans le cas R2, c'est un parallélépipède rectangle dans le cas 3. Les nombres BI moins AI
vont être nommées les longueurs des arêtes. Bon, ouais, bien sûr, vous voyez, quand vous avez un rectangle comme ça, vous voyez, ben, ça c'est une arête, ça c'est une arête. Bon, ben, c'est les mêmes longueurs. Et donc ça définit une longueur dans ce sens, et ça définit une longueur dans ce sens. Ben, ces deux longueurs s'appellent les arêtes. Alors, dans le cas de R3, vous aurez beaucoup plus ceci. Alors vous allez voir ceci. Donc vous allez voir un petit peu. Alors pour essayer de faire ça en perspective, hein, donc pour voir. Et donc vous voyez un petit peu, vous aurez combien d'arêtes? Vous aurez cette arête, et bien sûr cette arête. Alors ça va donner en fait, ça va donner lieu à des surfaces, et ça va donner à des volumes. Donc pour qu'on situe un petit peu les questions. Alors, si je fais le produit de ces deux termes-là, ça va donner la surface du rectangle. Si je fais maintenant le produit de ces trois, donc comme on appelle base, longueur, largeur et hauteur ici, ou profondeur, ça va donner un volume. Donc, ici, puisqu'on ne précise pas P égale 2 à 3, on appelle mesure P dimensionnelle. Pardon? 2 dimensionnelles, c'est les surfaces. 3 dimensionnelles, c'est les volumes. Donc, il ne faudrait pas croire que ceci est une... Mais c'est tout simplement pour harmoniser un peu les notations. Ça, c'est grand pi, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, chers étudiantes et étudiants, ça dénote tout simplement le produit terme à terme. Je prends B1 moins A1 fois B2 moins A2, moins ainsi de suite. Donc, ça remplace un petit peu le signe sigma dans le cadre du produit. Définition. Alors, je prends maintenant un pavé, défini par des inégalités x1 compris entre A1 et B1, x2 compris entre A2 et B2, et éventuellement x3 compris entre A3 et B3. Qu'est-ce que c'est qu'une subdivision de P? Une subdivision de P, c'est la donnée pour chaque i est égal à 1 jusqu'à P, d'une subdivision delta i de l'intervalle AI BI. C'est-à-dire que je vais peut-être subdiviser le premier intervalle ici en 2 et le deuxième en 3. Alors rappelez-vous que si je fais ça en 2 et ça en 3, hein, juste pour illustrer, bon, ben, je vais faire ça un dessin un peu plus... mais ça, si vous voulez, c'est... Je vais le faire uniquement... Alors, les dessins, je vais les faire maintenant uniquement pour 2. Supposons que je fasse ici uniquement pour ce côté-là, je fais ça en 2, et ce côté, je fais ça en 3. Vous voyez ce qui se passe? Vous aurez combien de morceaux? Vous aurez 2 fois 3, donc vous aurez 6. Donc, je prends un pavé, je prends une subdivision, donc une subdivision, c'est une subdivision relative à chacun des, je dirais, des côtés, des arêtes. Donc, définie par la donnée pour chaque i compris entre 1, 2 jusqu'à P, d'une subdivision delta i de l'intervalle AI BI. Vous voyez, je prends une première subdivision pour le premier intervalle, une deuxième pour le deuxième intervalle, et éventuellement une troisième pour le troisième intervalle. Alors, il n'est pas nécessaire que les 3 subdivisions ou 2 subdivisions aient le même nombre. Comme ici, j'ai ici 2, 3, donc ce n'est pas nécessairement le même nombre. Mais rappelez-vous ici une seule chose, c'est que j'ai ici 2, j'ai ici 3, ça définit 6 morceaux, si vous voulez, un petit peu. Vous voyez par le dessin. Bien sûr, si j'avais fait 3, 3, ça aurait des 9. Si j'avais fait 4, 2, ça aurait des 8. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors maintenant, je prends 2 subdivisions d'un même pavé. Alors, on avait déjà introduit la notion de subdivision plus fine. Alors, on va ici dire que la subdivision delta prime est plus fine que delta, ou il est consécutif à delta, si pour chacun des indices, le delta i correspondant à delta prime est plus fine que la projection delta i de delta. C'est-à-dire que j'ai une subdivision delta, donc j'aurai delta 1, delta 2, éventuellement delta 3 pour chacune des arêtes. J'ai une subdivision delta prime, j'aurai delta prime 1, delta prime 2, delta prime 3. Dire que c'est plus fin, si seulement si delta prime 1 est plus fine que delta 1, delta prime 2 est plus fine que delta 2, et éventuellement delta prime 3 est plus fine que delta 3. Fonction en escalier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction en escalier? Alors, ici, si vous voulez, le terme est un peu impropre. Cette notion de fonction en escalier, on l'avait bien vu dans le cas d'une variable, parce que quand on dessine le cas d'une variable, ça nous donne vraiment l'impression d'avoir des choses en escalier. Bon, alors, fonction en escalier, je prends une fonction vectorielle. Bon, maintenant, je travaille avec des fonctions vectorielles. Définie sur un pavé de RP, donc c'est soit sur un rectangle
ou soit sur un parallélépipède rectangle, bien sûr, je prends quelque chose toujours d'intérieur, non vide. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'intérieur? C'est pour que je puisse quand même trouver des choses, si on ose dire, à l'intérieur pour travailler. C'est qu'il n'y a pas uniquement que la frontière. On dira que F est en escalier sur P si d'abord elle est bornée, et si je peux trouver une subdivision du pavé, donc une subdivision sur chacune des arêtes du pavé, telle que F soit constante à l'intérieur de chaque, qu'est-ce qu'on note ici? Cellule. Alors c'est quoi cellule? Ça va être ces termes-là. Dans ce cas-là, donc dans ce dessin-là, on a 6 cellules. On aurait pu avoir 8 cellules, on aurait pu avoir 9 cellules. Donc sur chaque cellule, on va avoir donc une constante. Ça correspondra un petit peu à ce qu'on avait fait dans le cas réel. Vous voyez? Ici, une première constante. Rappelez-vous, on avait fait lambda 0, lambda 1, lambda 2. Ici, donc, pour ne pas trop alourdir les notations, je ne vais pas maintenant écrire sur la cellule numéro 1, j'aurai lambda 1, sur la cellule numéro 2, 3. Bon, vous avez compris maintenant que sur chacune des cellules, je vais avoir une constante. Donc, c'est très important. C'est pour ça que ça donnera cet effet d'escalier. Donc, vous voyez, sur cette cellule, j'aurai 1, sur cette cellule, j'aurai 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Intégrale de fonction en escalier. Donc, une fois qu'on a présenté ce que c'est qu'un pavé, ce que c'est qu'une fonction en escalier sur un pavé, maintenant, on va voir ce que ça pourrait être l'intégrale sur d'une fonction en escalier. Je prends une fonction vectorielle sur un pavé, rectangle parallélépipède, de RP, donc c'est 2 ou 3, d'intérieur non vide, comme on avait déjà présenté, delta, une subdivision. Donc vous voyez, une subdivision, c'est bien clair, donc une subdivision sur chacune des arêtes, de P, telle que F soit constante à l'intérieur de chaque cellule. Donc c'est un peu ce qu'on avait défini. Alors, on va désigner par P1, P2, Pn. Alors ici, le N ou le K dépend un petit peu de combien il y a de cellules. C'est pour ça que vous verrez M ou K ou N pour dire en fait que tout dépend un petit peu des subdivisions. On ne va pas quand même s'emprisonner dans ces notations. Mais le N ou le K, ça va désigner tout simplement le nombre de cellules. Donc ça pouvait être 4, ça pouvait être 6, ça pouvait être 9, ça peut être 18, ça peut être, vous voyez un petit peu, tous les cas possibles. La valeur constante, donc maintenant je prends ici P1, Pn, la valeur constante sur les pavés, sur chacune des cellules. Alors, le pavé ouvert P alpha, donc quand on parlera toujours d'ouvert, c'est j'enlève un peu la frontière, ou disons cette partie-là. Alors, je prendrai mesure de P alpha, je sais, c'est quoi la mesure de cette cellule? C'est sa surface. Dans le cas maintenant, on a un parallélépipède, je prendrai le volume de chacune des cellules. C'est pour ça qu'on avait rappelé que M, c'était la mesure P-dimensionnelle. Surface dans le cas 2, volume dans le cas 3, fois la constante. Vous voyez, F alpha, c'est la constante. Rappelez-vous, c'était un peu ça ce qu'on avait fait. Dans le cas de fonction d'une variable, on avait pris lambda 0 fois, vous voyez, xk plus 1 moins xk. Mais xk plus 1 moins xk, dans ce cas-là, c'est des longueurs. Ben, les longueurs, ce sont des mesures indimensionnelles. Donc, on retrouve un petit peu cette notion de mesure indimensionnelle, deux-dimensionnelle, trois-dimensionnelle. Alors, ce qu'on démontre, très important, c'est que cette notation qui, a priori, dépend de la subdivision, en fait, ne dépend que de f et non pas de la subdivision choisie. Pourquoi? Parce que je prends une subdivision, ben, j'aurai toujours les mêmes valeurs, les mêmes constantes, ça se répète. Vous voyez, si vous avez ici lambda 0, si vous divisez par 2, vous aurez lambda 0 fois le premier terme, lambda 0 fois l'autre. Donc ça nous donnera toujours la même valeur. Donc c'est très important, cette notion, malgré que apparemment elle dépend de la subdivision, on démontre, ça c'est pas au programme, rassurez-vous, on ne vous demande pas de le faire. Et le vecteur, ou là, le nombre entier, tout dépend un petit peu, est-ce que f est de la valeur vectorielle ou réelle, hein, ça va être noté intégral sur le pavé de la fonction f qui était en escalier. Très bien. Donc, on note ça de cette manière comme ça, ou on note ça comme ça. Propriété. Alors, comme toujours, propriété relative aux ensembles. Je prends ici une fonction en escalier sur un pavé P. Je prends delta, une subdivision. Ça me donne un certain nombre de cellules. Vous voyez, je prends K. Je ne veux pas préciser ici K parce que tout dépend un petit peu de chacune des subdivisions sur chacune des arêtes, combien elle contient.
Donc, je suppose qu'au total, il y a K cellules. Alors, f est en escalier sur chacun des pavés, c'est normal, c'est la restriction d'une fonction en escalier, toujours une fonction en escalier. Et, ce que je vais dire, l'intégrale sur le pavé, ça va être la somme des intégrales sur chacun des petits pavés. Donc, l'intégrale sur ce pavé-là, ça va être l'intégrale sur ce pavé, plus 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 ce pavé. Donc, c'est très important. En fait, ici, on n'a plus une sorte de relation de Schall, mais on a une relation de réunion. Je prends tout ceci, je prends une réunion, mais ce sont des réunions quand même assez particulières. Alors, là, l'intégrale sur cette réunion-là va être égale à la somme. Donc, ceci correspondrait en quelque sorte, attention, je ne veux pas être affirmatif à 100%, à la relation de Schall. Linéarité, alors ça, on est maintenant tellement habitué un petit peu avec ça. Je prends deux fonctions d'escalier sur le même pavé de RP, à valeur dont RP, donc ça peut être vectoriel. Dans le cas réel, ça va être, je prends des constantes réelles. Dans le cas vectoriel, je prendrai des constantes, qui sont des vecteurs de RP. La fonction lambda f plus mu g est aussi en escalier et on a l'intégrale de la somme égale à la somme des intégrales en respectant un petit peu la multiplication par les soit scalaires constantes, soit les vecteurs constants. Donc, ceci s'appelle linéarité de l'intégrale. Croissance. Donc, comme toujours, maintenant, on est en train de citer les relations un petit peu sur les intégrales, hein, comme on avait fait pour une variable. J'aurai maintenant pour la croissance, si f est une fonction numérique positive, donc attention, quand on parlera de croissance, c'est que je veux parler de supérieur ou égal ou inférieur ou égal, ce qui n'est valable que pour les fonctions à valeur numérique. Donc ici, je n'ai plus de fonctions vectorielles. Numérique positive en escalier, alors son intégrale est positive. Donc ça nous rappelle un petit peu ce que nous avions déjà fait pour le cas des fonctions réelles. Corollaire, bien sûr, fonction numérique. F et G sont deux fonctions numériques en escalier, bien sûr sur le même pavé, qui vérifient une relation de comparaison. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce caractère de numérique. F supérieur à G, alors l'intégrale sur P de F va être supérieure à l'intégrale sur P de G. Alors comment on le démontre? F moins G positive, l'intégrale de F moins G va être positive. J'utilise la linéarité, donc l'intégrale de F va être supérieure ou égale à l'intégrale de G. Maintenant, je peux avoir une fonction vectorielle, parce que je ne m'intéresse plus maintenant à une croissance ou quoi que ce soit. Alors, si une fonction est en escalier sur le pavé P à valeur dont RP, par exemple R2 ou R3, la fonction norme, maintenant c'est quelque chose de positif, et alors, elle est en escalier, et je vais avoir la norme de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la norme. Ça correspond à quoi? Dans le cas d'une variable réelle, la norme se réduit à la valeur absolue, c'est pour ça que parfois on confond norme et valeur absolue, mais faites attention, hein. Il faudrait quand même savoir que valeur absolue c'est une écriture dans R, norme c'est une écriture dans R2. Si on risque de ne pas confondre, c'est pas trop grave, mais sinon faites très attention. Alors, et vous voyez que je ne spécifie pas quelle est la norme, donc dans R2 c'est soit la norme 2 ou infini, dans R3 soit la norme 2 ou infini, mais en fait ceci est valable pour n'importe quelle norme. Alors ça rappelle quoi? Dans R, si f est en escalier, sa valeur absolue, donc est en escalier, et valeur absolue d'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Corollaire, si maintenant f est borné, vous voyez, alors la norme va être majorée par quoi? C'est comme si vous remplacez f par 1, le majorant c'est m, maintenant c'est un nombre positif, l'intégrale de 1, ben, c'est la mesure dimensionnelle. Donc l'intégrale, la norme de l'intégrale de f est majorée par m fois, c'est le majorant de f, fois la mesure dimensionnelle de p. Donc ça, c'est le corollaire à ceci. Maintenant, passons à la notion d'intégration sur un pavé. Alors, jusqu'à maintenant, on a intégré uniquement des fonctions qui sont, je dirais, assez élémentaires, qu'on a appelées fonctions en escalier. Maintenant, on va, je dirais, passer à la vitesse supérieure et dire maintenant, je ne m'intéresse pas trop aux fonctions d'escalier qui sont très faciles, élémentaires. J'aimerais bien maintenant travailler sur des fonctions un peu plus élaborées. Donc, je parle maintenant de la notion
globale d'intégration sur un pavé, et non pas de fonction l'escalier. Mais là, il faudrait payer quand même le prix. Je prends un pavé fermé, ça signifie fermé, c'est-à-dire où je prends toute, j'inclus aussi la frontière. Alors, une petite remarque déjà sur cette notion de frontière. Vous voyez ceci, tout ceci constitue une surface. La frontière est une ligne. Quelle est la surface d'une ligne? Évidemment, c'est 0. Pour les lignes, on ne parlera que de longueur. Mais la surface d'une ligne, c'est toujours 0. Donc ça signifie qu'en fait, on appellera ça, c'est, dans le cas de R2, une ligne, c'est un ensemble qui est négligeable. Pourquoi? Parce que sa mesure 2-dimensionnelle est nulle. Dans R3, une surface, c'est quelque chose de volume nul. Donc ça va être aussi négligeable. On verra ça peut-être dans le futur, mais essayez un petit peu d'intégrer cette notion de négligeable, parce que tout simplement, une ligne a une surface nulle dans un plan. Une surface a un volume nul dans l'espace R3. Alors je reviens un petit peu ici à mon pavé fermé, c'est-à-dire auquel j'ai adjoint la frontière qui est une ligne. F, une fonction qui va de RP, de P dans mon pavé dans RP, une application sur ce pavé P, nous dirons que F est intégrable sur P. Vous voyez? Alors les conditions, c'est quoi? Malheureusement, nous allons encore avoir besoin de ces epsilon. Alors je sais que ces epsilon-là créent un petit peu un problème puisque c'est un peu théorique, mais bon, c'est le prix à payer un petit peu à la rigueur que nous devons faire. Mais je vous rassure, dans les cas pratiques, vous aurez très peu de cas où vous aurez à illustrer ces epsilon. Donc c'est une leçon, comme j'ai répété tout à l'heure, qui est théorique, qui est faite uniquement pour introduire cette notion. Donc écrivons-le, c'est bien pour savoir au moins une fois, pour tout epsilon positif, il existe deux fonctions l'escalier. L'une qui a valeur dans RP et l'autre a valeur dans R+. Tel que, quel que soit x dans P, la norme de f de x moins phi de x est majorée par θ de x. Ça remplace un petit peu ce qu'on avait fait dans le cas d'une variable. F est coincé entre deux fonctions en escalier à epsilon donné. Donc vous voyez, la norme de f et de phi, vous voyez f de P dans RP, phi va de P dans RP, donc évidemment f et phi se comparent bien. En norme, donc si je parle de norme, je parle de norme positive. θ est bien sûr à valeur positive. Tel que, vous voyez, pour tout x, on est ceci. Et bien sûr, l'intégrale de cette fonction en escalier soit aussi petite que je veux. D'accord? Donc ça, c'est la condition. Je prends maintenant une fonction qui va de P dans RP, une fonction qui est intégrable. Donc, qui dit intégrable, c'est elle est coincée approchée par une fonction en escalier à une fonction en escalier près dont l'intégrale est inférieure à epsilon avec epsilon donné d'avance. Alors, je prends maintenant un petit n, donc grand n, un entier naturel. Je construis ainsi une suite de fonctions en escalier qui vont de P vers RP. Alors, comment on fait cette opération-là? Tout simplement en supposant à chaque fois que epsilon égale à 1 sur n. Pour n égale à 1, on obtient phi 1 et θ 1. Pour n égale à 2, on majore par 1,5. Phi 2, θ 2. Pour n égale à 10, je majore intégrale θ plus par 1/10. Donc ça signifie que je prends une erreur qui devient de plus en plus petite. Je construis ainsi deux suites de fonctions en escalier. L'une va de P dans RP et l'autre va de P dans R+. Et bien sûr, qui vérifie ceci? Ça, c'est l'intégrabilité et on remplace epsilon, donc vous voyez. Et bien sûr, le fait de dire intégrale sur θn est inférieur à 1 sur n, cela signifie tout simplement que cette limite est égale à 0. La suite sur P des phi n est dans ce cas-là convergente et sa limite ne dépend que de la fonction. Et bien sûr du pavé. Ne dépend pas de la manière dont on a construit, ne dépend pas de la subdivision, si jamais il y a subdivision. Donc, définition. Les notations étant celles de la proposition précédente, le vecteur i égale cette limite est appelé maintenant intégrale de f sur p. Il va être noté. Il va être noté intégrale de fp, f de x dx ou f. Alors, attention, ici, x est un vecteur. Bien sûr, dx. Alors, pour vous donner une idée un petit peu, si par exemple nous avons deux variables, j'aurai f de xy dx dy. F de xyz dx dy dz. Donc,
le dx exprime tout simplement le dx fois dy ou le dx fois dy fois dz. Alors, pour éviter ça, en fait, on préfère. Pour l'instant, nous ne faisons pas de calcul, donc on va noter ça de cette manière. Nous avions vu ce que c'était des fonctions intégrables. Maintenant, nous allons voir ce que sont des fonctions réglées. Je prends une fonction toujours qui va de P dans Rp, une application d'un pavé de Rp. On dira que f est réglé sur P si pour tout epsilon, voilà la différence, il existe une fonction en escalier vérifiant maintenant ceci. Tout à l'heure, j'avais f moins phi qui est majoré par θ, qui est une fonction pas en escalier, mais à valeur positive. Ici, automatiquement, je majore par epsilon. Donc, qu'est-ce que ça signifie? J'approche à epsilon près ma fonction par une fonction en escalier. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction réglée. De là, on va énoncer le théorème suivant. Je prends P1 pavé qui est fermé de Rp. Toute application réglée est intégrable. Très important. Toute application réglée est intégrable. Donc, ça nous donne déjà une première classe de fonctions pour lesquelles nous pouvons au moins définir théoriquement cette notion d'intégrabilité. Nous avions déjà les fonctions intégrables. Maintenant, nous avons une classe un peu plus grande. Alors, ce qu'on a envie, en fait, de la vérité, si vous voulez, pour être un peu franc, à partir des fonctions en escalier, on construit qu'est-ce que c'est que l'intégrabilité. Bon, mais c'est une notion qui est assez théorique. Bon, on va passer. À partir, on va dire, essayons d'élargir un peu ce champ-là. On va dire fonction réglée. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une fonction réglée? Bon, c'est une fonction qui définit une certaine inégalité. C'est encore pas très très clair, ça je vous l'accorde. Hein? Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous si vous y pensez. Mais tout simplement pour arriver petit à petit à arriver à quoi? À des fonctions continues. Parce qu'en fait, les fonctions que nous aimons bien, ce sont les fonctions bien sûr continues, qui admettent des dérivées partielles, qui sont dérivables, sur lesquelles nous allons faire vraiment les calculs pratiques. Donc avant d'en arriver là, il faut payer le prix. Le prix, c'est de dire quand est-ce que j'ai le droit d'intégrer. Donc, toute application réglée est donc intégrable. Et maintenant, c'est un petit peu la baguette du magicien. Nous arrivons un petit peu au cas des fonctions continues. Je prends un pavé toujours, le fameux pavé là, vous voyez, c'est toujours le même dessin qui reste, si vous voulez, bloqué, parce que c'est très intéressant. C'est un beau pavé. J'ai pu le dessiner sur une belle feuille qui est dans une surface plane, donc ça nous donne ceci. Toute application continue de ce pavé dans Rp, quelle merveille, est une fonction réglée. Si c'est une fonction réglée, c'est une fonction intégrable. Mais, rassurez-vous, cette notion de cette démonstration ne vous est pas demandée. On ne vous fera pas la démonstration, on le laissera aux étudiants et aux étudiantes qui devraient faire dans le futur des études de mathématiques. Hein, donc, ils verront un petit peu comment on construit, on fait ce genre de démonstration. Toute fonction continue est réglée. Donc, ce qui a pour conséquence, toute fonction continue va être intégrable. Toujours sur notre pavé. Alors, maintenant, nous savons théoriquement que toute fonction continue est intégrable. Maintenant, on a envie quand même de voir comment on peut faire ce calcul. Parce que à quoi ça servirait de dire une intégrable sans savoir faire des calculs? Donc pour l'instant, on ne va pas faire les calculs proprement dit de manière pratique comme on est habitué à le faire dans le cas de R2, mais ne soyez pas très pressés, on le verra dans des leçons prochaines, dans des leçons futures, on verra comment on va calculer parfaitement et pratiquement ce genre de choses. Je prends toujours mon fameux pavé de Rn, je prends une subdivision, ça va me donner un certain nombre de cellules. Donc, vous voyez, si je prends en n pavés fermés, qui sont ceux-là, donc je ne sais pas exactement lequel. Donc, pour savoir combien il y en a, il faudrait préciser combien il y a de parties dans de subdivisions dans cette arête, de combien de subdivisions dans cette arête, combien de subdivisions dans cette arête. Alors, maintenant, pour qu'une fonction vectorielle soit intégrable sur P, il suffit que sa restriction sur chacun des pavés soit intégrable. Et dans ce cas-là, quelle joie, je dirais, l'intégrale sur le pavé P, ça va être la somme des intégrales sur chacun des pavés. C'est un petit peu la propriété de la
Je dirais que j'ai dit tout à l'heure, on généralisait la relation de Schall. Vous avez le premier pavé fermé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc l'intégrale sur tout ce pavé-là, ça va être l'intégrale sur le premier pavé, l'intégrale sur le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, sur un qu'on a pris la somme. Donc vous voyez ici, l'intégrale de P sur F est égale. Alors maintenant, c'est généralisé. Ça, on savait le faire pour des fonctions d'escalier. Enfin, on sait maintenant le faire aussi pour des fonctions intégrales. Pour les fonctions continues, je prends une fonction continue, numérique, bornée. Donc, vous voyez, ici, c'est spécifié. Je considère xi plus de f, respectivement xi moins de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions phi en escalier qui sont plus grandes que f. Le xi moins, ça va être plus petite que f. Alors, vous voyez un petit peu ce que je prends? Je prends je prends toutes les fonctions en escalier qui majorent f. Alors, vous voyez pourquoi j'ai besoin de fonctions en variable numérique. Tout simplement parce que j'ai supérieur égal, inférieur égal. Donc, j'insiste toujours sur cette question. Alors, j'ai maintenant une fonction en escalier qui majore, donc supérieure. Je prends toutes ces intégrales-là et je prends leur plus petite valeur. De même, pour les autres, je prendrai la plus grande valeur. Ça correspond à quoi, finalement? Ça correspond un petit peu à ce qu'on avait fait dans le cas d'une variable, à tout simplement ce qu'on appelle les sommes de Riemann, supérieures et inférieures. Vous voyez, je prends ça, je vais faire une fonction de ce type-là. Je vais prendre donc la première subdivision, je vais prendre la deuxième, le premier intervalle. Ici, le sup, il est atteint ici, donc je prendrai par excès. Le sup est atteint ici, donc je prends par ceci. Le sup est atteint ici, donc ce qu'on appelle les sommes de Darboux supérieures. Rappelez-vous, quand on avait fait un petit peu le calcul approché d'une fonction continue par la méthode rectangulaire ou par la méthode de trapèze, on les appelait ça les sommes de Darboux supérieures. C'est-à-dire, on avait pris tous les maximums, mais bien sûr, j'aurais pu prendre ça. Ici, l'inf, c'est ce petit, donc les inférieurs, je leur donnerai un petit peu, voilà. Les premières, donc les grands que j'avais fait au départ, c'est les sommes supérieures, les sommes inférieures. Ça correspond un petit peu à ce que j'ai fait ici, i plus f et plus et moins f. Malheureusement, on ne sait pas faire les dessins, si vous voulez, en 3 dimensions. Donc c'est pour ça que je garde uniquement ça. Mais je voulais tout simplement vous rappeler que c'est tout simplement somme, si vous voulez, supérieure et somme inférieure. Pour que f soit intégrable, une autre manière, il suffit que les sommes de Darboux supérieures et les sommes de Darboux inférieures coïncident. C'est-à-dire i plus f et i moins f coïncident. Et dans ce cas-là, on va dire l'intégrale de la fonction, c'est i plus de f, i moins de f. Donc vous avez vu, en fait, on a fait 2 manières différentes d'introduire cette notion d'intégrale. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait fait pour une variable. Il y avait les sommes de Darboux inférieures, supérieures, qu'on avait utilisées dans le cas de l'approximation par la méthode des trapèzes d'une intégrale d'une fonction à une variable, hein, et les sommes de Riemann qu'on avait utilisées aussi pour chercher, par exemple, la limite de certaines suites numériques. Bon, c'est un peu le cas ici, et croyez-moi, on peut aussi faire des suites numériques, mais qu'on appelle doubles, avec 2 indices, qu'on peut traiter exactement par cette méthode-là. Bon, ce n'est pas dans notre programme, bon, heureusement, donc on vous évite ce genre de choses. Mais théoriquement, vous voyez, j'ai une double approche, soit par des sommes inférieures, supérieures, soit par des, je dirais, des sortes de sommes de Riemann. Alors maintenant, nous allons enfin terminer par intégration sur une partie bornée. Nous avions commencé par un pavé. Sur ce pavé-là, on a défini les fonctions d'escalier, puis petit à petit, on avait défini ce que c'est qu'intégrable, par approximation par des fonctions en escalier, puis nous avons défini ce que c'est qu'une fonction réglée. Ensuite, nous avons montré que pour les fonctions continues, il n'y a pas de problème, c'est des fonctions réglées. Maintenant, on ne veut plus travailler sur un pavé, nous allons travailler sur un borné. Rappelez-vous que dans le cas des fonctions à une variable,
la notion d'intégrale définie était faite sur un fermé borné. Je prends une partie bornée de RP. Je prends un pavé fermé contenant U. Donc, voyez un petit peu ce que je vais faire. Je vais faire une sorte d'approximation de ce type-là. J'ai mon borné qui est là. Je vais prendre un pavé qui est un peu plus grand. Mais ce que je vais faire, si maintenant j'ai ma fonction ici qui est f, je vais la prolonger par quoi? Par 0 ailleurs. Donc, ça c'est f, et puis je vais dire, ma nouvelle fonction, c'est ici 0. Pour dire, en fait, je garde, l'information est concentrée sur mon intervalle borné, mais comme je ne sais travailler qu'avec les pavés, je vais travailler sur un pavé comme ça. Donc, vous voyez, je construis cette fonction, une nouvelle fonction. Alors, pour ne pas compliquer un peu les notations, on va noter toujours la fonction f, qui est égale à f sur ce borné, puis 0 ailleurs, à l'extérieur. Alors, si pour un choix de pavé p, la fonction fp est intégrable, donc vous voyez maintenant, nous travaillons avec fonction sur le pavé. S'il est intégrable, nous avons le résultat suivant. Avant de terminer ma phrase, j'ai choisi ce pavé, mais j'aurais pu choisir un pavé plus grand. J'aurais pu choisir un pavé plus petit. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, justement, on démontre que si jamais la fonction définie sur ce pavé est intégrable, il en va de même pour tous les pavés qui ont cette propriété. Et en fait, l'intégrale sur le pavé de f ne dépend pas du choix de P. Définition. Je prends une application d'un ensemble borné U de RP, soit P un pavé fermé quelconque contenant U, FP le prolongement de F à P obtenu en posant F de x égale à 0 à l'extérieur de U. Vous voyez pour P moins U. Nous dirons que la fonction est intégrable si FP est intégrable. Et nous savions déjà, on vient de le dire dans le slide précédent, que cette fonction ne dépend finalement pas du pavé. Donc, je calcule l'intégrale sur P, mais en fait, puisqu'elle ne dépend plus de P, on va dire finalement c'est l'intégrale sur U. Pour éviter le x, dx, dx, dy, dz, on va dire ça, tout simplement, intégrale sur U. Ainsi, nous avons pris une fonction intégrable. Et donc, bien sûr, si j'ai une fonction qui est continue, elle va être donc intégrable sur un ensemble borné. Et ainsi, nous avons terminé notre fonction de fonction escalée sur un pavé. Je voudrais juste faire une petite remarque. Même si cette leçon est un peu, disons, de construction, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Bien sûr, en vous connectant sur le site